Qui êtes-vous? Ah, je suis un être humain. Je suis né dans une famille modeste d'agriculteurs éleveurs en commune de Retour, province de Bururi, au Burundi. Vous vous appelez comment? Jean-Baptiste Bagaza. Vous voulez que je vous appelle Bagaza, que je vous appelle sénateur, que je vous appelle Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous choisissez? Bagaza. Merci. Oui, Monsieur Bagaza, quel genre d'homme êtes-vous? Je ne sais pas. En général, dans le monde et surtout au Burundi, il est difficile de se juger. Il y a un proverbe ivoirien qui dit que le sel ne peut pas juger de sa salinité. Quelqu'un d'autre doit le goûter. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Oh, ça c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui disent que le bonheur n'existe pas, d'autres que le bonheur est là. Ce qui fait mon bonheur, c'est que je sois entouré de gens heureux. Et qu'est-ce qui fait votre malheur, par exemple? Bon, il n'y a rien qui fait mon malheur. J'ai été préparé depuis quelques temps à tout voir. Les rébellions, les famines et les maladies. Monsieur Bagaza, quel est votre le trait de caractéristique maîtresse? Quelle est votre caractéristique maîtresse? Je vous ai dit qu'il est très difficile de connaître son caractère. Ce sont les autres qui le remarquent. C'est ça la nature humaine. Mais on vous dit de temps en temps, les autres vous disent que vous êtes que je suis dur, que j'ai le goût à l'effort dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Et quel est le trait de caractère que vous détestez le plus chez les autres? La fourberie. La fourberie. Les gens sont très faibles et il faut les pardonner. Mais ce qui m'écoeure le plus, c'est la fourberie, le mensonge. Monsieur Bagaza, quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez l'homme avec un petit H? Puisqu'après je vous demanderai aussi chez la femme. Si fait de distinction entre l'homme et la femme, c'est la même chose. La qualité c'est la même chose, c'est la franchise. Les hommes et les femmes traversent des périodes difficiles, ils sont tous très faibles. Mais ce qui s'apprécie le plus, c'est la franchise. Ils ont fait pas de distinction. Monsieur Bagaza, vous avez été chef d'État pendant beaucoup d'années, 10 ans, 11 ans, je crois, 76, 87, 11 ans, oui. C'est exactement 11 ans. Est-ce que vous avez un personnage vivant préféré? Actuellement vivant. Je suis aimé. Je dirais Obama. Quelle est votre occupation favorite? C'est la lecture. La lecture des œuvres philosophiques. Et quel est votre état d'esprit actuel? Bah, ça va. Vous vous sentez bien? Bah, c'est franchement, je ne peux pas le savoir. Ce sont les autres qui peuvent le dire. Vous, en tant que Bagaza, est-ce que ça va très bien, ça va vraiment, ça...
spirituel. Ça va très bien. Moi, je me sens bien. Mais je ne peux pas dire que si je me sens bien, ce sont les autres. C'est vous qui doivent le constater. Et l'examiner à l'aune de valeurs, de beaucoup de mesures. De ce que les gens font, de ce que je fais. Je ne fais pas. De ce que je dis, je ne dis pas. Actuellement, tout ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ou tout ce que je ferai. Moi, je préfère vous appeler encore Monsieur le Président parce que ça me va bien comme ça. Monsieur le Président Bagaza, aujourd'hui, avec un regard un peu à l'écart, quel est le constat que vous faites? Quelle est la santé de la politique actuelle au Burundi en tant qu'ancien chef d'État? En tant qu'ancien chef d'État, j'ai des soucis pour mon peuple. Nous abordons une période très difficile. Nous sommes à la croisée des chemins. Dans l'histoire récente du Burundi, auquel il m'a été donné de participer. Chaque fois qu'il y a des élections, il y a eu des problèmes. Je vais citer des dates que beaucoup de Burundais connaissent ou ont connues. En 1961, l'indépendance, il y a eu des problèmes après. Les assassinats politiques et des troubles qui s'en sont suivis après les élections. En 1965, il y a aussi des élections, il y a eu des troubles graves avec des massacres à caractère génocidaire au Burundi. En 1972, c'était pratiquement à la veille des élections, il y a eu aussi la même chose. En 1993, juste après les élections, il y a eu des massacres. Pas de massacres, il y a eu un vrai génocide cette fois-ci. Les élections de 2005 se sont faites dans un climat de guerre parce qu'il y avait un mouvement de libération et un gouvernement qui se combattait. Alors maintenant, la santé politique du Burundi est très soucie. Il m'inspire beaucoup de soucis. Nous essayons, dans notre formation politique, partout où nous allons, d'apaiser. Mais le gouvernement actuel qui organise les élections ne saisit pas la mesure sans tenir compte de ce que les gens disent. À tort ou à raison, qu'il y a des milices. Quand vous voyez qu'au Burundi, tel que le Burundi se présente, tel que le Burundi commence, et les amis du Burundi, c'est-à-dire généralement les voisins, mais c'était les Tanzaniens, les Congolais. On ne peut pas techniquement organiser 6 élections en 3 mois. C'est techniquement difficile. Ensuite, il ne peut pas y avoir une élection présidentielle, 2 élections présidentielles, parce que si le président n'obtient plus 50%, il y a ballottage en deuxième tour. Mais parmi le deuxième tour, on a prévu des élections législatives. Ça, c'est un piège. Alors, il est possible, et nous allons essayer de changer le calendrier électoral pour le bien du pays. Le gouvernement a le pouvoir actuel et il a la soutien du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale du Sénat, pour refaire le calendrier électoral.
mais il ne le fait pas. Pourquoi, Monsieur le Président? Je ne sais pas. Les journalistes pouvaient aller le demander aux autres hommes politiques. Mais nous le disons et nous espérons qu'on sera encouragés. Alors, ça sera pratiquement impossible. C'est-à-dire que si le premier tour n'aboutit pas à l'élection d'un président, les élections législatives ne peuvent pas avoir lieu. Et puis il faut une période d'un mois entre le premier tour et le deuxième tour. Entre les 2 mois, il faudra des élections législatives. C'est très compliqué. C'est ça qui fait mon souci pour le pays. Donc, vous êtes inquiété pour les élections de 2010? Et oui, je suis très inquiété. Est-ce du calendrier? Nous on parle du calendrier seulement, mais surtout le calendrier, c'est un signe qui montre le problème du pays. C'est un des signes, c'est pas le seul. Monsieur le Président, vous êtes candidat. Quelles sont vos chances de gagner les élections? Votre programme? C'est quoi votre programme? Il ne faut pas aller trop vite en besogne, parce que le fondateur des Jeux Olympiques a dit ceci. L'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Et quand vous participez, vous pouvez gagner. Et même si vous ne gagnez pas, vous avez gagné. Parce que vous avez fait un témoignage. C'est une occasion de faire des témoignages. Et de montrer un certain nombre de différences positives. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous anime beaucoup à revenir aux affaires? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est participer à la vie nationale. Et nous avons notre contribution tant que nous le pouvons. Et nous estimons que nous avons encore la force physique et morale et intellectuelle d'encore rendre service au pays et à la région. Aujourd'hui, quand vous voyez la prolifération de beaucoup de partis politiques, est-ce que ça n'affaiblit pas certains programmes ou certains projets? Est-ce qu'il suffit seulement de participer, de faire un parti politique pour aller aux affaires, ou il y a un programme bien établi? C'est votre commentaire par rapport à la prolifération de beaucoup de partis politiques. Oh, ne vous inquiétez pas. Il y a de vrais partis politiques. Il y a des partis politiques satellites. Il y a de faux partis politiques. S'il y a des élections libres et transparentes, les vrais partis politiques vont se faire voir. Ils vont émerger. Et les autres, soit disparaîtront, soit seront entretenus par d'autres forces connues ou non connues. Monsieur le Président, vous avez été chef d'État, vous êtes presque un officier, mais vous êtes aussi un officier supérieur. On parle d'un coup d'État, d'un complot. Parce que chef d'État, en tant qu'officier, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Quel est votre regard sur cette situation? Il y a toujours des complots, de vrais et de faux. Faire un commentaire, c'est... Est-ce que vous-même, Monsieur le Président, vous avez accédé au pouvoir par un coup d'État? Alors, quel est le vrai scénario normalement? Non, c'était pas un coup d'État. C'était une révolution. Il était bloqué, il fallait faire des changements. On ne pouvait pas procéder ni aux conventions, ni aux élections. Alors il fallait débloquer. Nous avons débloqué la situation. C'est une révolution. Et ce que les gens ne savent pas, après, nous avons organisé des élections à tous les niveaux, y compris au présidentiel, en passant par communaux, législatives et autres. Alors, les gens peuvent vous dire ce qu'ils croient dire, et c'est le droit.
Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas. Bon, je dirais que c'est trop tôt de dire qu'il y a un complot au Burundi pour un coup d'État. Non, je ne crois pas. C'est une pièce de théâtre. Non, il est trop tôt de le dire. Il faut des enquêtes. Parce que ceux qui font des enquêtes disent que c'est un coup d'État, d'autres disent que non. Ceux qui font des enquêtes, et je ne suis pas de ceux. Alors, ceux qui font des enquêtes, c'est un coup d'État, d'autres disent c'est une mascarade, c'est fabriqué chez nous, dans les arbres qui vont venir les mêmes. Alors, il faut gufata abaopposa politique en français. Et non, Dieu connaît, c'est même bien de l'anglais, de parler de l'anglais. Alors, c'est un moment difficile de notre pays qu'il faut gérer convenablement. Monsieur le Président, c'est juste une petite anecdote. Vous avez dit que vous avez fait la révolution. C'était à quelle date? Il ne faut pas une révolution à une date. On le fait sur plusieurs années. C'est de 1974. 1981, c'est là où nous avons fait des changements énormes. Nous avons fait des changements énormes. En 1974, j'étais chef d'état-major général avant. J'ai travaillé beaucoup. Et après, je suis devenu président en 1967. J'ai fait énormément de changements sociaux. Et développement économique. Nous avons fait énormément de réformes agraires, réformes administratives, financières, l'implantation des côtes qui actuellement sur lesquelles tout le monde maintenant se fonde pour vivre. Code foncier, code minier, code pénal, code parodie pénal, code d'organisation judiciaire, code civil, code de la famille, du statut personnel. Et on a beaucoup fait de réformes. Alors, l'administration, des affaires sociales, l'administration des affaires économiques était une vraie révolution. J'ai trouvé là où il était, c'était un Burundi traditionnel et pétrolier. Le Gabon pour faire un pays moderne. En tant que aussi officier supérieur, Monsieur le Président, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les forces armées de votre pays? Il m'a été donné de commander l'armée du Burundi. Mais avant de la commander, je l'ai formée. Et c'est ce que je vois, ça m'attriste un peu. Il y a encore qu'on a supprimé le code de la gendarmerie. C'est ça qui m'afflige. La gendarmerie burundaise était créée pour maintenir l'ordre. L'armée c'était pour maintenir la sécurité aux frontières et lutter contre l'ennemi extérieur. C'était différent. Et les différents corps de police étaient organisés pour faire des enquêtes et participer à l'exécution des lois. Soutenir la population locale. Chaque ministère avait sa propre police en réalité. Chaque commune avec sa police. Est-ce que vous êtes triste aujourd'hui? C'est la disparition de la gendarmerie.
Et maintenant, il n'y a pas encore capable de maintenir l'ordre et qui soit au service de la République, c'est-à-dire au service de l'État, et sous le commandement du gouvernement. Maintenant, il y a des milices. Ici, avec la gendarmerie, il n'y aurait pas de milices. C'est vous, Monsieur le Président, qui suivre vos évolutions. La gendarmerie que nous avions améliorée, parce que nous l'avons trouvé là-bas, n'aurait pas accepté la création de milices qui ont eu lieu actuellement. Pour revenir aux affaires, est-ce que vous pouvez recréer la gendarmerie nationale? Absolument. Ça fait partie des priorités dans votre programme? Non. C'est une priorité. La priorité, c'est ramener la paix, réconcilier le pays avec lui-même et procéder au développement économique et social. Monsieur le Président, c'est une petite anecdote. Vous avez pris le pouvoir, je crois, c'était en 1er novembre 1976. Mais nous avons connu le chef de l'État et le président 2 jours après. C'était dû à quoi? Non, c'est pas exactement cela. Vous étiez ici au Burundi, je ne pense. Oui, justement, mais C'est 20 jours après. pourquoi, Monsieur le Président? Novembre, je me souviens très bien, et j'ai été nommé président le 20 novembre. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et il a fallu beaucoup de tractations, de conciliabilité. Ça m'étonne, vous ne le voulez pas. De toute façon, c'est de l'histoire. C'est pas dit que tu ne le voulais pas. Mais c'est pas dit non plus que tu le voulais. C'est entre les deux. On est entre les deux eaux. C'est un peu plus compliqué que vous croyez. Lorsqu'il y a eu des changements, c'est pas une seule personne qui un jour se réveille et déclare que je suis président. Ça ne se fait pas. Ça prend du temps avant. C'est-à-dire qu'avant le 1er... Non, avant le 1er novembre, beaucoup de gens se réunissaient d'une façon appropriée pour dire qu'est-ce qu'on va faire compte tenu de la situation actuelle. Et après, quand il y a eu des changements, ils se sont réunis plusieurs fois. Alors il y a eu, ça a pris 20 jours. 20 jours dans un pays comme celui-ci, c'est beaucoup. Et alors il y a eu un consensus. Il fallait que ce soit moi. Votre collègue était en train de me suggérer que beaucoup de gens se réunissaient. Est-ce qu'ils se réunissaient à la plage aussi? Non. Non. Ils ne se réunissaient pas à la plage. Ils se réunissaient dans des camps militaires. Ils se réunissaient parce que c'était à la nuit. Tout se faisait dans les camps militaires et à l'étranger. Ça fait partie de l'histoire. On peut le régler. 20 jours. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez désigné? Même quelqu'un qui est derrière, il faut que vous le voir discrètement. Dans la file. Vous faisiez partie du Conseil suprême révolutionnaire. Exactement. 20 jours après, on nous disait, voilà, le président, c'est Jean-Baptiste Bagaza. Est-ce que vous étiez convaincu? J'étais convaincu. Parce que j'étais préparé. Ça n'a pas été un hasard, ça n'a pas été quelque chose de fortuit. Ça n'a pas été un accident. Est-ce que vous arrivez d'être nostalgique de ces fonctions de chef d'État? D'abord, il faut savoir une chose. Quand on devient président, on se prépare qu'un jour on doit quitter ses fonctions.
quelle que soit la façon de quitter. Ça peut être par la maladie, l'incapacité, un accident quelconque, et les élections, ou la rébellion. On doit s'y préparer. Le problème, c'est le temps. On peut même démissionner. Le problème que vous me posez, c'est est-ce que les présidents africains acceptent facilement de quitter le pouvoir? C'est ça la nostalgie. Non. Ils ont tous la nostalgie parce qu'ils disent voilà, il y a des choses que j'aurais pu réaliser et que je n'ai pas pu les réaliser. Parce que le destin l'a fait différemment, l'a programmé différemment. Donc beaucoup se disent voilà, je peux citer les noms. Beaucoup de noms. Ça n'a fait la rougir personne. Beaucoup de noms, des acquis noms. J'ai encore quelque chose à donner. Je dois y aller. D'autres me reviennent en disant non. Si vous appelez ça nostalgie, c'est votre principe. Moi, j'en appelle pas ça nostalgie. J'appelle ça la mission. Quand vous avez quitté les fonctions de président, il est très difficile d'abandonner la fonction publique dans les pays comme les nôtres. Parce que vous dites, j'ai toujours eu quelque chose à ajouter, j'ai toujours quelque chose à contribuer. Surtout chez les Africains, même chez les Européens, vous voyez, prenons l'exemple des États-Unis. C'est le plus moderne. Tous ne quittent pas la vie publique d'un coup, sauf quand ils sont obligés par la maladie. Ou la vieillesse prolongée comme regarde. Qu'est-ce qui fait plus de politique que le président Clinton aux États-Unis ou le président Bush? Ils ont été appelés à contribuer dans les affaires internationales. Ils vont en Corée pour libérer les Américains. Je ne sais pas si vous le savez. Ils envoient leurs épouses pour devenir des secrétaires d'État. Le président Bush a été appelé à contribuer dans la crise actuelle de Haïti. Alors, on peut vous donner des exemples, de nombreux exemples. Est-ce que c'est ça de nostalgie? Je ne sais pas. Vous voyez, le premier ministre Churchill, ok, un de mes idoles, il est revenu plusieurs fois aux affaires. Et parce qu'il estimait qu'il avait encore quelque chose à donner. Qu'il avait encore quelque chose à contribuer. C'est pas, dans ces pays-là, c'est pas une question ni de sécurité personnelle, ni de sous. Mais c'est une question de mentalité. Est-ce que le temps est de bien, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Monsieur le Président. C'est très important parce que tout le monde le dit. Oui, qu'est-ce qu'il vient faire? Les Rwandais, ils vont vous poser cette question. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Oui, par exemple, le président Kibaki. Et on refuse de partir en disant non, je ne peux pas laisser. Le président Museveni, il fait la même chose. Le président Kagame, il fait la même chose. Et je vous demande de le dire à la radio. Alors, vous voyez le président s'assume de ça. Il revient. Il dit non, j'ai encore quelque chose à donner dans ce pays. Je ne peux pas laisser un pays comme ça. Vous pouvez revenir aux affaires, au pouvoir comme président, comme vous pouvez travailler pour le pays sans être président. Par exemple, maintenant, moi, je travaille pour le pays sans être président, comme sénateur et comme animateur d'une formation politique. Sinon, je peux me retirer dans ma ferme et rester là-bas.
justement, Monsieur le Président, c'est ce que j'allais vous demander. Si vous entrez aujourd'hui, Si vous appelez ça nostalgie, si vous rentrez aujourd'hui aux affaires, quand est-ce que vous comptez prendre votre retraite? il y a beaucoup de gens qui me demanderont ce jour-là, quand mes amis politiques, mes compatriotes, ceux qui partagent la vie intellectuelle avec moi, ils me diront, oh, vous savez, il est temps de partir, je partirai. Non pas de la présidence, non pas des affaires, mais de la vie publique carrément. Et je me retirerai dans ma ferme de retour. Mais ce moment, personne ne me l'a encore dit. Jusqu'à ce moment, personne ne m'a dit de me retirer. Au contraire, tout le monde me dit non, il faut continuer. Y compris les organismes internationaux, y compris la communauté internationale. Non, vous avez quelque chose encore à donner. Faites-le. Il ne faut pas l'enterrer avec vous. Monsieur le Président, nous avons parlé du 1er novembre 1976 et vous nous avez dit que c'est 20 jours après que vous avez été président de la République. Et pendant les 19 jours, le pays fonctionnait comment? Le pays fonctionnait sous la surveillance de l'armée et de la gendarmerie. Le ministère, Non, le ministère était là. L'administration était paralysée. L'affaire a été tombée. C'était là. vous revoyez souvent les camarades de la Révolution. Il y en a un qui parasite ici. C'est celui qu'il faut jeter un coup d'œil de lui. C'est qui? Je ne vais pas dire son nom, il va se dire. Parce qu'il faudra aussi un peu qu'il dise quelque chose. Oui, je les vois très souvent. Non, je ne les vois même pas. C'est eux qui viennent me voir. Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas, peut-être c'est une chance, peut-être ça se passe comme ça au Burundi, où il y a 4 chefs d'État vivants dans le même pays. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oh, c'est une chance extraordinaire. C'est une chance pour le pays. Et ces 4 chefs d'État sont très calmes, ils sont très sages. Ils ne sont pas prêts ni à déranger, ni à s'engager dans des aventures pour nuire au pays. Je les connais, ils sont tous au Sénat. Quelles sont vos relations avec eux? Mais ils sont très bonnes. Nous avons de très bonnes relations avec le président Ndayizeye, avec le président Ntibantunganya et avec le président Buyoya. C'est lui qui vous a... Il vous fait un coup d'état et puis... Je lui ai dit, n'aie pas peur, le temps a passé, maintenant il faut regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, vers l'avenir, on ne peut pas travailler dans le passé. Moi et du noir, ça ne rapporte rien, ni à vous, ni à votre famille, ni à votre pays. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez eu rancune parce qu'il vous a fait quitter le pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui c'est passé? Est-ce qu'il y a eu rancune d'abord? Au début, oui. Franchement, au début, oui. Mais après, on a dit qu'il faut passer. Il faut passer la main. Il faut travailler pour l'avenir. Et sinon, on ne peut pas toujours rester là où on est. Et Arusha a fait beaucoup de choses. Ça nous a fait rencontrer. Et on a longtemps discuté. Aujourd'hui, c'est aussi un officier supérieur, aussi un ancien chef d'État. Mais qu'est-ce que vous appréciez chez Buyoya? Buyoya était sous mon commandement. C'était un bon officier.
Et après, il est passé par différentes phases aussi. Et ça a été un piètre politique. Et maintenant, c'est un bon sénateur. Comme tout le monde, il a pris un peu d'âge et il s'est assagi. Monsieur le Président, aujourd'hui, quel est le projet que vous avez le plus ambitieux? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans la vie? Non, je vous l'ai dit, je sais mon pays à différents niveaux. Et au niveau comme citoyen, et comme homme public, comme sénateur, comme président d'un parti. Et maintenant, ce qui est de nouveau et qui va vous intéresser comme candidat à la présidence. Mes ambitions, c'est de servir le pays qui m'a vu naître, qui m'a tout donné. Je suis un des meilleurs bénéficiaires du Burundi, qui était aux études au Burundi, en Europe. Je suis revenu, j'étais un des meilleurs bénéficiaires, les gens le disent. J'ai même commandé l'armée, un petit président du pays. Ça, c'est un avantage terrible. C'est de l'anglais, c'est terrifique. Et c'est un avantage extraordinaire que pour pouvoir avoir toutes ces choses-là. Il ne faut pas croire que c'est moi qui me les ai données, ou mes parents. Mon père, dont vous voyez la photo, il ne pouvait pas faire ça. C'est le pays, c'est le monde qui m'a fait ce que je suis. Alors, quand je continue à combattre dans des conditions légales et paisibles, je pense que je dois rembourser la dette que j'ai envers ce pays. Est-ce que vous vous identifiez à votre père? Normalement. Et vous voyez, c'est la seule photo que j'ai dans cette maison. Monsieur le Président, y a-t-il un autre personnage historique auquel vous vous identifiez à côté de monsieur votre père? Historique. Oui. Et c'est le Premier ministre, Churchill. Aujourd'hui, dans l'actualité, Kadhafi voudrait qu'on lui prolonge le mandat pour être le président encore de l'Union africaine. C'est du tout neuf, c'est nouveau, ça ne s'était jamais passé comme ça. Quels sont vos commentaires, monsieur le président? C'est dit, jamais vu. Mais si l'aéropage des chefs d'État africains le décide ainsi, ça serait une bonne chose. S'ils décident autrement, ça serait aussi une bonne chose. Kadhafi, c'est un bon président, mais il n'est pas irremplaçable. Vous avez eu certainement de bonnes relations d'ailleurs avec lui. Il y a toujours d'autres chefs d'État qui sont encore en vie. J'ai toujours de bonnes relations. Qui sont toujours chefs d'État, parce qu'il y en a qui
vivent à l'extérieur. Pour des raisons de sécurité pour certains, d'opportunités économiques pour d'autres. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, combien de Rwandais vivent au Burundi? C'est pas qu'ils sont en insécurité au Rwanda nécessairement, c'est qu'ils ont plus d'opportunités au Burundi.